Mesdames, Messieurs, Alberto Manguel, dans la belle leçon inaugurale qu'il a présentée ici même sur le mythe d'Europe le 1er octobre dernier, leçon que je vous recommande d'aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a beaucoup été fait référence durant ce colloque, mais c'est vraiment une très belle leçon. Donc Alberto Manguel, dans cette leçon inaugurale, nous rappelait que pour Gustave Flaubert, vouloir conclure est faire acte de bêtise. Et c'est probablement, malheureusement, encore davantage le cas lorsqu'il s'agit de conclure 2 journées si riches d'éclairage sur l'invention de l'Europe et l'Europe de l'invention. Une invention constante et plurielle que l'on aurait tort de vouloir saisir et que l'on aurait tort de vouloir dès lors affubler de derniers mots. Toutefois, et parce que le titre et le sens de mon intervention sont précisément de conclure, je n'ai guère d'autre choix, malheureusement, et vous voudrez bien me pardonner. En revanche, je ne parlerai ni de bovidés, ni d'Eurovision, et je ne ferai pas non plus de citation de Jean Monnet, qu'elle soit apocryphe ou non, d'ailleurs. Durant ces 2 jours, nous avons exploré l'imaginaire ou les imaginaires européens et les manières au pluriel dont nous nous sommes constamment, au fil des siècles, inventés et réinventés en tant qu'Européens. Il nous semblait en effet nécessaire, à l'heure où les appels à refonder l'Europe, où les appels à sa renaissance se font toujours plus pressants, de prendre la mesure de toutes ces Europes passées et présentes, fussent-elles gréco-romaines, chrétiennes, dynastiques, impériales ou encore coloniales, pacifiques ou belliqueuses. Nous sommes convaincus en effet que ce n'est qu'au prix de cette connaissance intime des multiples imaginaires européens que nous pourrons au mieux préparer les possibles Europes à venir. Cela permettra, espérons-le, d'éviter de nous précipiter dans les récits linéaires de la construction européenne, conçus comme l'approfondissement d'une même idée d'Europe, année après année, siècle après siècle, récit linéaire qu'a si bien dénoncé Patrick Boucheron dans son exposé hier. Ou encore d'éviter de nous précipiter dans les projections à court terme du seul imaginaire industriel et technoscientifique et à ses appels à l'autonomie stratégique, imaginaire qui occupe une bonne part des considérations sur l'Europe contemporaine et qui a fait chemin dans certains de nos débats durant ces 2 journées. L'Europe s'est inventée, nous l'avons dit, tout d'abord par les arts, la musique, la littérature, la traduction et la technique, mais aussi, bien sûr, et nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais nous en parlerons dans ces conclusions, par la politique et le droit, ces ciments institutionnels essentiels et facilitateurs de ces autres imaginaires. Ces premiers imaginaires étaient l'objet de notre première série d'interventions d'hier matin. Tout d'abord, comme nous l'a très bien expliqué Tiffaine Samoyo, l'Europe s'invente, y compris en sciences, dans une pluralité, mais surtout, et elle a insisté sur ce point, l'Europe s'invente surtout sur la base d'une égalité des langues, dont le rapport n'est pas la domination, mais la créolisation et la transformation mutuelle. Cet hétérolinguisme, comme Tiffaine Samoyo l'a nommé, se retrouve dans l'hétéromusicalité européenne, socle d'un imaginaire musical européen, par lequel l'Europe institutionnelle s'est progressivement inventée et qui demande aujourd'hui, selon Timothée Picard, à être reconnue et réinventée plutôt que simplement niée ou déplacée, comme il l'a regretté. Dans un exposé tout aussi foisonnant, dont vous vous souvenez certainement, à l'image de la pluralité des inventions des politiques européens, dont il nous a dressé une généalogie et à la poursuite de l'invention desquelles il nous a fortement enjoint, Patrick Boucheron nous a rappelé que l'Europe politique, telle que nous la connaissons, a peut-être déjà rencontré sa fin et qu'elle devra toujours être réinventée si elle souhaite survivre. Enfin, pour Stéphane Van Damme, toujours dans ce premier bloc du colloque, si l'identité propre de l'Europe des sciences et des techniques est à la fois épistémologique et institutionnelle, elle a surtout résidé, nous a-t-il dit, dans son ouverture sur le monde. Et c'est précisément cette ouverture sur le monde qui a fait l'objet du 2e volet du colloque, puisque c'est notamment dans le domaine des sciences dures et de l'innovation technologique que l'Europe s'invente, ou plus exactement, invente.
En cela, les Européens cultivent donc bien, aujourd'hui encore, le lien étroit et unique qu'ils sont parvenus, au fil du temps, à créer, comme nous l'a rappelé encore une fois Stéphane Van Damme, entre droit et politique d'une part, et innovation technoscientifique et marché d'autre part. Durant ce deuxième volet de notre riche colloque, nous avons pu entendre de nos intervenantes et intervenants comment l'Europe d'abord, puis l'Union européenne, a permis aux scientifiques des différents États membres de collaborer et donc de s'enrichir par la diversité des perspectives. On a beaucoup insisté sur ces diversités, Edith Hurt en particulier, mais aussi de mettre en commun leurs forces techniques et économiques au sein d'institutions, des institutions européennes, de recherche, de manière à mutualiser les coûts, à changer d'échelle et à peser plus lourd ensemble dans le paysage de la recherche scientifique mondiale. C'est ce que nous ont très bien illustré, je pense, et vous en avez tous profité, Françoise Combe pour l'ESA, Marc Hainaut pour le CERN et Thomas Lecuy pour le MBL. Ce que ces institutions ont en commun, c'est d'être sorties de périodes de guerre propices à l'institutionnalisation d'organisations européennes de la recherche. Si l'on souhaite aujourd'hui, et nous n'en avons pas suffisamment parlé peut-être, si l'on souhaite aujourd'hui s'inspirer de ces expériences passées pour penser les institutions européennes de la recherche de demain, les questions sont toutefois multiples et les difficultés redoutables. La première, et Stéphane Mallat nous l'a rappelé, est celle de la prochaine crise. Par quelle prochaine crise faudra-t-il passer pour réussir à instituer aujourd'hui de telles organisations scientifiques en matière énergétique ou en matière d'intelligence artificielle sur le plan européen? Il convient aussi, je pense, de s'interroger sur la profonde transformation du paysage institutionnel européen depuis les années 60. Et ça, c'est peut-être aussi un point sur lequel nous aurions pu davantage discuter hier. Cette profonde transformation du paysage institutionnel européen depuis les années 60 s'est faite tant sur le plan des relations entre mécènes privés et fonds de recherche publics, qu'ils soient étatiques ou Union européenne, que sur celui de la liberté de recherche des scientifiques, qui n'est plus toujours garantie par rapport à ces mécènes, voire aux fonds de recherche publics. Et en cela, l'histoire de l'Institut Solvay, je pense, a été tout à fait édifiante. Troisièmement, la globalisation économique est aussi passée par là, déplaçant les centres de gravité scientifique et économique de l'Europe vers le monde et affectant les rapports entre marché et innovation scientifique partout dans le monde. Quelques voix critiques se sont fait d'ailleurs entendre à cet égard dans nos débats d'hier soir. La critique a porté notamment sur le hiatus entre chiffres et projections scientifiques véhiculés et repris dans les politiques environnementales européennes et l'état actuel de la science sur ces questions, sur la lourdeur des gros projets de recherche européens, je n'y reviendrai pas, et encore sur l'insuffisance des programmes européens d'encouragement aux investissements privés dans la recherche et le développement en matière énergétique. Tout cela nous a été rappelé par Jean-Marie Tarascon. Cédric Villani, lui, a insisté dans son évaluation critique sur la fragmentation du paysage institutionnel de la recherche et de l'industrie entre États membres et sur la résistance de certains États à l'Europe de la recherche dans quelques domaines stratégiques. Et comme toujours, le rôle largement ancillaire, voire instrumental, des sciences humaines et sociales dans un régime européen d'encouragement à la recherche conçu avant tout pour les sciences dures, voire pour la recherche scientifique orientée vers l'innovation et le développement industriel uniquement, ne peut qu'être regretté. Sans parler de l'importance de maintenir une recherche nationale suffisamment subventionnée et diversifiée pour maintenir l'inventivité propre qui a toujours caractérisé la recherche scientifique européenne, selon l'adage applicable aussi à l'activité scientifique, de l'unité dans la diversité, comme nous l'a rappelé Vinciane Pirel. Et enfin, nous avions entendu en ouverture, déjà dans l'introduction d'Edith Hurt, un appel vibrant à une science européenne décloisonnée, aussi universelle que possible, de manière à partager les résultats des recherches scientifiques, notamment médicales et environnementales, en libre accès et dans le monde entier. Certains en ont même appelé à davantage de participation citoyenne, voire de démocratisation de l'organisation de la science européenne. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que Jean-Éric Paquet a confirmé cet intérêt de l'Europe pour la science ouverte et pour la participation citoyenne à l'organisation de la science européenne. Nous nous réjouissons toutes et tous de voir comment réaliser cela, et cela restera, j'en suis certaine,
un objet d'attention scientifique au Collège de France. Si nous avons inventé l'Europe, et le faisons d'ailleurs encore entre nous, bien sûr, nous l'avons aussi, et peut-être surtout, fait au miroir des autres. Qu'ils soient voisins proches ou plus éloignés, tour à tour civilisés par nous, colonisés par nous, exploités par nous, craints par nous, ou encore admirés. Décentrer la discussion de l'invention de l'Europe vers la Méditerranée, l'Afrique, la Russie et la Chine était l'objet de notre troisième série d'interventions, plus proche dans nos mémoires, celle de ce matin. À nouveau, nous y avons entendu toutes sortes d'arguments captivants, et je n'en reprendrai que quelques-uns ici. Henri Laurence a commencé par nous rappeler, et je pense que son exposé vous restera longtemps en mémoire, comment l'Europe et la Méditerranée se sont, au moins depuis le XVIe siècle, inventées et forgées mutuellement, et comment surtout aujourd'hui elles s'imbriquent de manière si forte que leur réinvention prend un nouveau visage. On a dépassé le miroir et nous sommes entrés aujourd'hui entre Méditerranée et Europe dans une autre forme de décentrage. Pour passer ensuite aux deux exposés suivants que je prendrai ensemble, celui d'Anne de Tinguy et celui de Nicolas Chapuis, de manière fort intéressante sont ressorties de ces deux exposés trois conclusions communes. La première, l'importance du rôle de l'humiliation dans le rapport que nous entretenons avec ces deux autres, que sont la Russie et la Chine, et le mélange aujourd'hui d'admiration et de revanche qui patine, influence nos relations. Deuxièmement, nos deux exposants nous ont aussi très bien expliqué comment la Russie et la Chine se positionnent aujourd'hui comme des puissances impériales, ou au moins comme une puissance au centre, le plus un, dont nous parlait Nicolas Chapuis, de l'ordre international, avec toutes les conséquences que ce repositionnement fondamental dans l'ordre international a sur le multilatéralisme qui est incarné aujourd'hui par l'Union. Troisième conclusion commune ou point commun de ces deux exposés qu'il me semble intéressant de dégager pour tous deux, c'est que nos deux intervenants expliquent, ou en tout cas indiquent, comment la régionalisation de ces deux puissances est ce que l'Union cherche à, est le moyen que l'Union utilise pour chercher à rééquilibrer sa relation, d'une part avec la Chine et d'autre part avec la Russie. On nous a parlé dans l'exposé sur la Russie du rôle de la triangulation de la relation Union-Russie-Chine autour de l'Eurasie. Et Nicolas Chapuis nous a parlé du rôle, ou en tout cas du travail que cherche à faire l'Union européenne dans l'Indo-Pacifique, de manière à régionaliser le positionnement chinois. Donc voilà trois leçons ou conclusions ou directions qui me semblaient très intéressantes de rappeler autour de ces deux exposés. Et enfin, Souleymane Bachir Diagne, dans son rappel et dans sa multiplication des évocations autour de l'importance du décentrage du regard européen, nous a esquissé de manière très forte, je l'espère à votre goût aussi, comment nous pourrions construire un universel latéral, un universel réflexif, comme nous l'a proposé Henri Laurence dans sa réitération, un universel de rencontre, ou, oserais-je dire, par référence à Tiffaine Samoyo, un universel créolisé. Et enfin, l'objet de notre toute dernière série d'interventions de cet après-midi, qui reste, elle, véritablement très fraîche dans nos mémoires, nous aura permis de parcourir quelques-unes des Europes qu'il reste à inventer ou imaginer, et pour certaines encore à réinventer, puisqu'elles se réinventent, comme l'Europe sociale, toutes les temps d'années, comme nous l'a si bien expliqué Philippe Pochet. Elles sont bien plus nombreuses, bien sûr, ces Europes à inventer ou réinventer, mais une Europe sociale plus écologique et garante de la protection des biens publics dont Antoine Vaucher nous a rappelé l'importance, dont la santé, devrait dans tous les cas figurer en tête de liste. Ne serait-ce qu'en raison, et ça Philippe Pochet l'a brillamment expliqué, ne serait-ce qu'en raison des interdépendances qui existent entre elles, entre le social, l'environnemental et la santé. Encore faudrait-il, bien sûr, innover intellectuellement et institutionnellement, et ça, ce sont aussi quelques pistes et quelques directions que Philippe Pochet nous a données, ou en tout cas enjoint de poursuivre. Quant à l'Europe de la défense, au moins dissuasive, elle est inéluctable, comme nous l'a dit Nicole Nesotto. Sa difficulté à s'affirmer a le mérite, je pense, de soulever à nouveau
toutes les questions d'identité politique et juridique avec lesquelles l'Europe se débat depuis des siècles, et de ramener peut-être en fin de colloque la question ici essentielle de l'Europe de la paix, en Europe et dans le monde, au cœur de nos considérations. J'aimerais maintenant, si vous me le permettez, vous donner quelques réflexions sur deux Europes à inventer ou réinventer, dont nous n'avons finalement que peu parlé ou que nous avons évoqué au tournant d'une conversation. Deux Europes qui, sans surprise pour vous, me permettront de rappeler l'existence de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire le droit européen et ses institutions, aujourd'hui celles de l'Union. En effet, je l'ai dit, sans ce droit, une bonne partie des Europes inventées et des inventions de l'Europe que nous avons discutées hier et aujourd'hui n'auraient pas pu voir le jour et surtout n'auraient pas pu être pérennisées de la manière dont elles l'ont été. C'est le cas des langues de l'Europe, dont la créolisation en pleine égalité, comme l'a expliqué Tiffaine Samoyo, ne serait pas possible sans le droit de l'Union, finalement, qui garantit le statut égal des 23 langues officielles de l'Union et institue ainsi un cadre égalitaire pour que l'hétérolinguisme européen puisse se développer et continuer à se développer. Je serai brève sur mes deux Europes. L'une concerne l'un des aspects de l'Europe interne et l'autre une Europe externe, cette Europe des relations extérieures qu'il reste à réinventer. Ma première remarque interne porte sur l'avenir de l'État de droit et de la démocratie au sein de l'Union et de ses États membres. C'est en effet l'une des Europes que nous inventons et réinventons et essayons constamment depuis 1957 de créer et de retravailler. Mais ce travail, évidemment, nous le savons, est continu et ne s'arrêtera jamais. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut continuer à y travailler. Ce n'est un secret pour personne, et nous avons vécu un grand moment au Parlement européen ce mardi, que la démocratie européenne et ses garanties dans l'état de droit sont mal en point. Nous venons d'en reparler cet après-midi. On pensera au respect des garanties de l'état de droit et de la démocratie en Pologne et en Hongrie, mais n'oublions pas Malte, Chypre et bien d'autres États membres de l'Union européenne dans lesquels la démocratie est au plus bas. L'Union européenne elle-même n'est pas en reste dans son organisation interne. Ainsi, les inégalités politiques entre petits États ou États peu influents et grands États ou États influents n'auront jamais été plus marquées qu'aujourd'hui. Sans parler de la manière dont ces gouvernements, les gouvernements de ces États, ont aujourd'hui souvent le dernier mot dans l'Union face au Parlement européen ou face à la Commission européenne, ce qui renforce d'autant plus le pouvoir de leurs exécutifs et le pouvoir des exécutifs européens face au pouvoir parlementaire au sein de l'Europe et de chaque État membre. Mais curieusement, à chacune de ces crises démocratiques, qu'elles soient nationales ou européennes, nous nous concentrons sur l'une des deux faces de la pièce démocratique européenne uniquement. Nationale en ce moment avec la crise polonaise, où le problème est polonais, disons-nous, ou européenne à chaque élection parlementaire européenne, où il est courant, et ce sera le cas, vous verrez, dans 2 ans, il est courant de critiquer la démocratie européenne. La question de la légitimité démocratique doit pourtant être traitée de front, tant au sein des États de l'Union qu'au sein de l'Union européenne elle-même, tant ces deux communautés politiques sont levées l'une dans l'autre par la construction politique, mais aussi économique et sociale de l'Union. Rien ne sert dès lors de pointer quelques États, mauvais élèves de la démocratie européenne, ou de lancer la pierre au Conseil européen quand tous partagent, au moins en germe, les mêmes difficultés démocratiques, celles d'un gouvernement des gouvernements, voire d'un gouvernement des gouvernements les plus forts, entraînant le peuple sans voix dans la spirale de la sortie, si bien décrite par Albert Hirschman. Poursuivre, comme le proposent beaucoup, la voie d'une politique de sanctions. Sanctionner la Pologne, sanctionner la Grèce, sanctionner la Hongrie, économiquement, judiciairement, politiquement. Sanctionner ces États et donc leur population. Poursuivre cette politique de sanctions dans laquelle l'Union excelle, crise après crise, ne résoudra rien. Et Patrick Boucheron y a fait référence brièvement hier. Au contraire, cette politique de sanctions, me semble-t-il, creuse encore davantage l'inégalité entre peuples européens et entre les États qui les instituent. Certes, me direz-vous, et c'était le propos de Nicole Nesotto tout à l'heure, le respect de cette égalité entre États doit passer par le respect égal par tous, dont la Pologne, du droit de l'Union européenne, puisque c'est ce droit qui garantit l'égalité des États membres de l'Union.
Mais cela n'enlève rien au constat qu'une structure institutionnelle, qui est celle de l'Union actuellement, qui ne garantit pas au plus l'égal respect de ces peuples, que ce soit dans la représentation politique ou dans la décision, doit être réformée de l'intérieur. Et c'est donc un projet de réforme démocratique, aussi difficile soit-il, qui devrait occuper les futurs inventeurs de l'Europe, pour paraphraser, une fois encore, le titre de ce colloque. La conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a lieu, et son implication directe des citoyens européens, nous donnera peut-être quelques pistes pour lancer ce chantier de réforme démocratique de l'Union. Mais ce qui est certain, c'est que sans un retour de la souveraineté populaire, ou du moins parlementaire, dans les démocraties nationales et dans celles de l'Union, la lente descente populiste et la montée de quelques exécutifs et d'une poignée d'hommes forts, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union européenne, se poursuivront. Ma seconde remarque se porte maintenant et ouvre le débat vers l'Europe dans le monde, cette Europe des relations extérieures à laquelle Nicole Gnesotto a fait référence tout à l'heure. Et cette seconde remarque portera sur les relations internationales de l'Union. Il me semble en effet que, contrairement à ce que certains proposent, y compris au sein de l'Union, ce serait une erreur que de vouloir précipiter l'Union dans un positionnement international de type étatique, où seraient réquisitionnés pour l'Union, de manière, à mon avis, douteuse, voire dangereuse, les attributs nationaux de l'État, comme ceux des frontières ou ceux de la souveraineté, voire de la politique de sanctions par lesquelles l'Union excelle et s'illustre aujourd'hui encore en dehors de son territoire. Au contraire, il me semble, et à nouveau, le colloque de ces 2 derniers jours était un colloque de l'invention, il me semble que nous aurions tout intérêt à changer de perspective et donc de posture. Il s'agirait d'imaginer le rôle majeur que les États européens et par extension la région Europe ont joué dans la diffusion, voire l'imposition du droit international au reste du monde, et d'en tirer les leçons pour un avenir de l'Europe en droit international qui se distinguerait des prérogatives impérialistes que s'arrogent aujourd'hui certains États-puissances de ce monde. C'est ce qui a été très bien expliqué, je pense, par l'exposé de Nicolas Chapuis ce matin. L'histoire internationale de l'Europe s'est jouée pour l'instant en 2 temps au moins, qui lui ont donné un peu d'avance, et c'est de cette avance qu'il faudrait jouer. L'Europe aura été tout d'abord la première région du droit international, et son droit le premier droit régional international. Cela a d'ailleurs très vite fait des émules en Afrique, dans le monde arabe, en Amérique latine et plus récemment en Asie, puisque toutes ces régions ont ensuite, à leur tour, demandé le statut de région en droit international, le droit de développer leur droit international régional et tous les droits de représentation qui en découlent au sein des organisations internationales universelles. Deuxième mouvement de cette histoire de l'Europe en droit international, dès le milieu du XXe, l'Europe a repris son avance en droit des institutions internationales, cette fois en s'instituant la première comme une communauté, puis une Union européenne. À nouveau, cela fait des émules, mais toutes ces nouvelles organisations internationales régionales qui pullulent aujourd'hui dans les autres régions du monde n'ont pas encore atteint le degré d'intégration institutionnelle de leurs États que l'Union européenne, ni même sa capacité à peser sur l'adoption et l'interprétation du droit international. Il me semble qu'en se remémorant ces 2 avancées énormes de l'Union européenne ou de l'Europe dans l'histoire du droit international, il me semble qu'un certain nombre de leçons peuvent en être tirées. À l'heure où les anciennes et nouvelles puissances s'organisent de manière à regrouper des États dans leur zone d'influence régionale, comme en témoigne le positionnement russe en Eurasie, où le positionnement américain est désormais européen, si l'on en croit ce que nous a dit Nicolas Chapuis ce matin dans la région Indo-Pacifique, il me paraît essentiel que l'Union use de son avance institutionnelle d'organisation régionale autrement que ce qui se dessine aujourd'hui. Ce recul sur l'histoire internationale si particulière de l'Europe pourrait, je l'espère, nous permettre d'éviter de retomber dans les modèles impérialistes qui ont été ceux du XIXe siècle et dans le modèle hégémonique qui l'a remplacé au XXe et qui ne fait finalement que se repoursuivre aujourd'hui de manière plurale. Cela vaut tant sur le plan militaire que technologique et scientifique, où le discours européen, que ce soit celui de quelques États membres ou d'institutions européennes, doit nous inquiéter sur ce point. Comme l'a bien rappelé Stella Gervas dans son dernier ouvrage, la paix se conquiert.
et ce, bien plus durement que la guerre. L'Union ne devrait pas craindre la difficulté, elle qui émane du droit public européen, puis du concert des États européens, et donc de la région qui, la première, a garanti l'égalité souveraine des États en droit international, précisément face aux impérialismes européens, d'une part, et elle qui, dans sa composition contemporaine d'organisations internationales régionales, a permis de dissocier politique démocratique de nationalisme, d'autre part. Après avoir incarné l'universel et l'avoir imposé sous forme de droit international au reste du monde, d'abord au nom de la civilisation, puis du développement économique ensuite, et désormais technologique et scientifique, le temps pourrait être venu pour l'Europe de réformer sa place dans cet universel et de l'habiter à égalité avec les autres. L'Europe pourrait ainsi contribuer à réformer l'universel de manière à le rendre plus égalitaire, plus solidaire et surtout plus concerté. C'est un rôle difficile à endosser, me direz-vous, surtout à 5h15 un vendredi soir. Mais c'est un rôle qui reste à inventer, et qui oserait dire au terme de ce colloque que l'Europe ait jamais eu peur d'inventer. Pour conclure, j'aimerais revenir à l'Europe rivage, l'Europe horizon des Phéniciens et des Grecs anciens, auxquels William Marx faisait référence hier et dont nous avons beaucoup parlé hier matin. C'est en effet sur cette largeur de vue que signifie l'Europe que j'aimerais terminer. Sur cet ensemble de peuples qui se définit par le regard que portent les autres sur elle et qu'elle porte sur eux lorsqu'elle se déporte pour les regarder la regarder. Il me semble en effet que c'est ce regard curieux et diligent qui rappelle un peu le regard perçant des lettres persanes de Montesquieu, qui voit loin et scrute le monde au lieu de vouloir le subjuguer et l'assimiler comme d'autres, que l'Europe devrait continuer à incarner. Ni Orient ni Occident, c'est dans le passage, comme nous rappelait Vinciane Pirenne hier, qu'Europe a depuis toujours une place qui permet de déjouer les oppositions faciles et de décrisper les crispations intercivilisationnelles dont nous souffrons aujourd'hui. Arrivée au terme de ces conclusions, je ne résiste pas à mon rôle d'organisatrice pour faire un peu de publicité pour une publication. Tout d'abord, une publication pour les actes du colloque de rentrée de l'an dernier qui viennent de sortir sur les civilisations et que vous pouvez trouver en librairie. Et pour vous rappeler que vous aurez le plaisir, si vous avez le temps d'attendre, de retrouver les interventions de nos intervenantes et intervenants et les multiples permutations de l'invention de l'Europe dans les actes du colloque de rentrée qui seront publiés, comme d'habitude, aux éditions du Collège de France, en collaboration avec la maison d'édition Odile Jacob. Mais comme l'usage le veut, ces actes seront publiés avant le prochain colloque de rentrée 2022, ce qui permet de rappeler gentiment à nos intervenantes et intervenants que le délai pour la remise de leur manuscrit est fixé au 15 décembre prochain, et je suis certaine que tout l'auditoire vous attend avec impatience. Si la bêtise consiste peut-être à vouloir conclure, selon Flaubert, ce qui n'est jamais bêtise, je pense, c'est remercier. Je remercie très chaleureusement nos intervenantes et intervenants d'avoir contribué à rendre ce colloque si vibrant et si passionnant. Mais je remercie aussi tous mes collègues du collège qui ont contribué à le penser puis à l'organiser, et notamment William Marx, Edith Heard, Stéphane Mallat et Thomas Romer. De chaleureux remerciements aussi à toute l'équipe de l'administration, et notamment Véronique Gudin, Rénal Bellet, Sylvie Posportouche, de la communication, et notamment Sabine Cassard, Guillaume Cassard et Mathilde Montombin, et bien sûr de la régie, et notamment Francisco Valderrama. Ainsi qu'à toutes celles et ceux que je ne nommerai pas ici, parce qu'ils sont bien trop nombreux, qui n'ont pas compté leur temps, qui n'ont pas compté leurs efforts pour faire de ces 2 jours un vrai succès. Et merci, bien sûr, à notre public, que nous sommes si heureux d'avoir pu retrouver. Merci.